Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Alors, pour ceux qui voudraient retourner sur une précédente vidéo, donc aujourd'hui on va parler donc de Kim Il-sung. J'ai déjà fait une vidéo sur l'un des membres de tout simplement donc de la famille Kim. Donc voilà, et donc il s'appelle tout simplement Kim Yong-jing, considéré comme le père fondateur de la Corée du Nord. Donc n'hésitez pas à retourner donc voir cette vidéo. Donc c'est tout simplement dans la playlist Les Histoires du Monde, et donc elle est disponible. Voilà, et donc c'est la 18e vidéo pour ceux qui voudraient retourner un petit peu aux origines un petit peu. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Kim Il-sung. Donc Kim Il-sung, c'est qui? C'est quoi? C'est tout simplement le premier président ou premier homme d'État nord-coréen, mais ça bien sûr on va en parler. Bref, donc il est né le 15 avril 1912 et mort le 8 juillet 1994. C'est un homme d'État nord-coréen fondateur et premier dirigeant de la Corée du Nord en 1948. Donc il faut savoir que à la base la Corée c'était la Corée, il n'y avait pas de Corée du Sud ni Corée du Nord. C'est après tout simplement qu'il y a eu la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais ça, il y a eu différentes guerres, etc. Bref, il dirigera le pays jusqu'à sa mort en 1998. À l'Assemblée populaire suprême le proclame président éternel de la République. Kim Il-sung occupa les postes de Premier ministre de 1948 à 1972 et de président de la République à partir tout simplement de 1972, tout en dirigeant sans interruption jusqu'à sa mort le Parti du Travail coréen. Fondateur d'un régime totalitaire, il était couramment désigné du titre de dirigeant suprême. Il fut surnommé le président éternel ou professeur de l'humanité tout entière. Son fils Kim Jong-il, qui lui aussi un jour on en parlera, lui succédera à la tête du parti et du régime. Son petit-fils Kim Jong-un, qui je pense vous connaissez aussi, un jour aussi on en parlera, est l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, ce qui sur 3 générations fait de la famille Kim la première dynastie communiste de l'histoire. À la base, il n'est pas né sous le nom de Kim Il-sung, mais il était né sous le nom de Kim Sung-ju. Il est né à Pyongyang, dans une famille chrétienne presbytérienne pratiquant. Il fréquenta les services religieux pendant son adolescence avant de devenir athée plus tard dans sa vie. Kim Il-sung est l'aîné de 3 fils. Il est le fils de Kim Yong-jing, chez qui j'ai déjà fait son histoire, un militant indépendant anti-japonais. En 1920, sa famille s'installe à Mandchourie, où il passe l'essentiel de sa jeunesse et de sa scolarité. On va revenir sur son adolescence. Alors en 1929, il est exclu de son école, sans doute à la suite de sa participation à une petite organisation communiste. Il est possible qu'il ait fait un temps de prison pour cette participation, mais c'est peu après qu'il change de nom. Et c'est en 1932 qu'il rejoint ou organise un premier groupe de résistants à l'occupation japonaise, qui a transformé la Mandchourie en Manchukuo. Comme d'autres groupes de partisans, tout simplement coréens, il parle mandarin et s'intègre aux forces communistes chinoises qui s'organisent peu à peu entre 1931 et 1935 pour combattre les Japonais. C'est au sein de la seconde armée, surtout actif dans l'est de Mandchourie, que Kim s'illustre et se hisse au grade de commandant de division comme une centaine d'hommes. Mais le fait d'armes qui lui vaut d'être reconnu par les Japonais comme un des résistants les plus notoires est le raid sur Pochombo
donc c'est une ville coréenne, qu'il organise le 4 juin 1937 en coordination avec une association de résistants locale. Il occupe la ville une journée avant de se retirer en Mandchourie, poursuivi par des policiers japonais qu'il défait tout simplement dans une embuscade. C'est à cette époque qu'il rencontre son épouse Kim Jong-sung, qui est également la mère de Kim Jong-il, née le 24 décembre 1919, et elle est également de ces Coréens installés à Mandchourie. Il semble avoir rejoint la guérilla communiste en 1935. On va parler un petit peu de la Seconde Guerre mondiale aussi, parce que c'est quand même assez important au niveau de ce pays-là. Bref, en 1940, alors que les forces japonaises lancent une offensive destinée à liquider la guérilla communiste, Kim devient commandant d'une des 3 armées, plus particulièrement actives dans le sud de la Mandchourie, dans les combats qui suivirent. La guérilla est balayée et Kim est le seul commandant qui n'est pas tué ou capturé, poursuivi par les Japonais qui sont renseignés par des résistants capturés, dont l'ancien supérieur de Kim. Il finit par se replier en 1941 en Union soviétique avec ce qui resta de sa division et intègre tout simplement dans une unité internationale de l'armée rouge, où il atteint le grade de capitaine ou de major. Il existe des rapports sur des incursions de Kim en Mandchourie, mais il ne semble pas avoir participé au combat qui suivit la déclaration de guerre de l'URSS et l'invasion de Manchukuo par les forces soviétiques le 8 août 1945. C'est donc dans un Pyongyang occupé par les soviétiques qu'il débarque le 19 septembre 1945 avec son groupe de résistants coréens. Selon certaines sources, lui et ses camarades sont en uniforme de l'armée rouge, Kim Il-sung portant les insignes de capitaine ou de major. Son arrivée au pouvoir. En septembre 1945, Kim, le plus célèbre des chefs de la résistance, est installé par les soviétiques à la tête du comité provisoire du peuple. Il n'est pas à cette époque le dirigeant du parti communiste, dont le siège est à Séoul, mais il occupe néanmoins une position influente de par sa lutte contre l'occupant japonais. Leonid Vincent, agent du NKVD, cité par Jasper Baker, indique: quand Kim est arrivé, nous avons remarqué qu'il ne parlait pas couramment coréen. Il a reçu l'ordre de lui donner un costume civil et lui a donné 3 jours pour apprendre un discours qui avait été écrit pour lui. Ce discours a été prononcé avant le premier congrès du parti organisé par les vétérans communistes qui avaient été libérés à la suite de la défaite japonaise. Comme Kim n'avait aucune légitimité ni soutien, le NKVD a préféré lui créer son propre parti, le parti du travail. Très vite, ils ont contraint les autres partis à fusionner avec lui et lui à brouiller les pistes de sur son origine. Bref, début de la tête à la tête de l'État tout simplement. Sa réalisation majeure est la mise sur pied d'une armée professionnelle, l'armée populaire de Corée, l'APC, est donc formée à partir d'anciens soldats qui avaient acquis une expérience au combat contre les Japonais et plus tard les nationalistes chinois. Bref, avec l'aide de conseillers soviétiques, Kim construisait une armée spécialisée dans les tactiques d'infiltration et de guérilla avant le déclenchement de la guerre de Corée. Joseph Staline, qui un jour, j'imagine, j'en parlerai, muni de l'APC, de chars lourds modernes, de camions d'artillerie et d'armes légères, Kim créait également une armée de l'air
équipé d'abord avec de vieux avions de chasse et à hélice tout simplement de l'URSS, et donc les futurs pilotes nord-coréens sont envoyés en Union soviétique et en Chine pour se former sur les MJ-15, donc les MiG-15, dans les bases secrètes. Au départ, les élections parrainées par les Nations Unies en mai 1948 doivent permettre de réunifier la Corée, mais le Sud se déclare comme un État, et donc la République de Corée, et le Nord suit donc le 9 septembre en proclamant la République populaire démocratique de Corée. Avec Kim comme Premier ministre, le 12 octobre, l'Union soviétique reconnaît le régime de Kim comme le seul gouvernement légal de la péninsule. Le Parti communiste fusionne avec le nouveau Parti populaire pour former le Parti du travail de Corée du Nord, dont Kim est l'un des vice-présidents avec Chu Yong-ha et Hoi Ka-hee. En 1949, ce parti fusionne avec son homologue du Sud, Parti du travail de Corée du Sud, pour devenir le Parti du travail de Corée, la PTC, avec Kim comme président du parti. En 1949, la Corée du Nord devient une démocratie populaire. Tous les partis et organisations de masse sont réunis au sein du Front démocratique pour la réunification de la patrie. Entièrement dominé par les communistes à partir de cet instant, Kim commence à développer un culte de la personnalité et se fait appeler le grand dirigeant. Son règne est caractérisé par la mise en place d'un État totalitaire avec de nombreuses violations des droits humains, incluant de nombreuses exécutions et un vaste réseau de camps de travail qui existe toujours aujourd'hui. De plus, la notion de droit de vote n'est pas surtout respectée, puisque seul un candidat apparaît sur chaque bulletin de vote. Donc je pense que vous l'avez sûrement deviné. Par conséquent, les élections ne sont pas libres et constituent un recensement politique. Il n'y a pas de compétition pour le siège, puisque tous les candidats sont choisis et que tous les sièges sont gagnés par le Front démocratique, par la réunification de la patrie. Bref, consistant alors une coalition unique. Entre 1946 et 1949, une série de lois sur l'égalité des sexes, réforme agraire, nationalisation de l'industrie, visèrent à la protection des droits des femmes, qui disposent dès lors des droits identiques à ceux des hommes. Elles disposent désormais des droits de voter, étudier, recevoir, pouvoir travailler à égal, donc les mêmes salaires que les hommes, et bénéficient des mêmes droits sur l'héritage. Bref, ça c'est pas si mauvais, on va pas se mentir à ce niveau-là. Bref, les femmes ont quand même beaucoup gagné à ce niveau-là. Les mariages forcés et la prostitution sont interdits, alors que le divorce est légalisé. Néanmoins, cela reste une égalité abstraite. La société reste patriarcale par contre. Bref, donc c'est pas non plus aussi bien que ça. Donc voilà, elles ont gagné quand même des choses, mais bref, c'est pas aussi bien que ça non plus. Et les femmes cumulent la double fonction de travailleuse pour la patrie et de mère. Choisissant de se démarquer du marxisme-léninisme, il reprend son compte le terme Jewish, probablement né sous la plume de l'historien nationaliste Shi Shao-ho, et donc à partir du milieu des années 1950, emprunt à de confusionnisme. Cette idéologie entend associer socialisme, nationalisme, ethnico-culturel en réaction plutôt à la colonisation japonaise et autodétermination de la nation, et le terme est introduit dans la Constitution de 1972. Au début des années 1990, toutes les références au marxisme-léninisme sont gommées au profit du seul juge, dont l'idéologie officielle du parti et de l'État. Bref, on commence à voir un petit peu que ça commence un petit peu à se refermer sur soi, et que le communisme commence à faire de plus en plus de pression sur le peuple coréen. Et malheureusement, ils n'y échapperont pas à la pression communisme de tout simplement
eh bien la Corée du Nord. Bref, malgré qu'il y a quand même eh bien l'égalité des sexes, ce qui est plutôt bien, on va pas se mentir. La suite, on va pas se mentir non plus, est pas très top non plus pour les Coréens du Nord. La guerre de Corée. Les documents d'archives suggèrent que la décision nord-coréenne d'envahir la Corée du Sud est l'initiative de Kim plutôt que des soviétiques. Les sources suggèrent que les renseignements soviétiques, à travers ces réseaux d'espionnage au sein du gouvernement américain et britannique, a obtenu tout simplement des informations sur les limites de stock américaines de bombes atomiques ainsi que sur des réductions de programmes de défense, ce qui conduit Staline à conclure que l'administration de Truman ne serait pas en mesure d'intervenir en Corée. La République populaire de Chine approuve à contre-cœur l'idée de la réunification de la Corée après avoir été informé par Kim que Staline a approuvé l'action. La Chine ne soutiendra pas directement la Corée du Nord jusqu'à ce que les troupes des Nations Unies, en grande partie les forces américaines, atteignent la rivière de Walu, tout simplement. Et donc à la fin de 1950, au début de la guerre en juin et juillet, les forces nord-coréennes occupent pratiquement tout le sud à l'exception du périmètre de Busan. Mais en septembre, eh bien, la Corée du Nord sont repoussées par l'attaque menée par les États-Unis. En octobre, les forces de l'ONU ont repris Séoul et envahissent le nord afin de réunifier le pays sous les diges tout simplement du sud. Et donc le 19 octobre, les troupes américaines et sud-coréennes capturent Pyongyang, obligeant Kim et son gouvernement à fuir vers le nord, d'abord à Sinnijui et finalement en Chine. Le 25 octobre 1950, la Chine, après avoir averti à plusieurs reprises l'ONU de son intention d'intervenir si elle ne stoppait pas son avance, entre en guerre et envoie ses troupes traverser la rivière Walu. Les troupes de l'ONU sont obligées de se retirer et les troupes chinoises reprennent Pyongyang. En décembre et en janvier Séoul, et en mars les forces de l'ONU commencent une nouvelle offensive reprenant Séoul, mais leur avancée est stoppée juste au nord du 38e parallèle après une série d'offensives et contre-offensives des deux côtés, suivie d'une période épuisante de guerre de tranchées largement statique de l'été 1951 à juillet 1953. Le front se stabilise le long de ce qui allait tout simplement devenir la zone coréenne démilitarisée. Pendant la guerre de position, la Corée du Nord est dévastée par des raids aériens américains, causant de grands dommages dans la capitale et ailleurs dans le pays. Au moment de l'armistice, 3,5 millions de Coréens des deux côtés ont péri dans le conflit. Pendant la guerre, Kim Il-sung semble avoir voyagé en Chine et en Union soviétique, cherchant un moyen de mettre fin au conflit. Les documents chinois et russes de l'époque révèlent que Kim est devenu impuissant à unifier la Corée sous la direction et qu'il souffre que son armée soit reléguée aux secondes lignes. La majorité des combats étaient livrés par l'armée populaire de Chine. Après la guerre de Corée, le pays est dévasté. Kim Il-sung consolide son pouvoir et lance immédiatement un effort de reconstruction nationale. Il établit un vaste plan économique de 5 années, introduisant une économie planifiée comprenant le contrôle total de l'industrie par l'État ainsi que la collectivisation des terres. La consolidation de son pouvoir passe également par la création du système de caste Sungbun inspiré du confucianisme qui divise la population en 5 groupes.
spécial, normal, de base, complexe et hostile en fonction du degré supposé de sympathie de chaque personne envers le régime. Bref, vraiment un truc un peu bizarre, on va pas se mentir. Et donc, après tout ça, eh bien, chaque personne est classée donc en fonction de ses caractéristiques politiques, sociales et économiques. Le système est une influence sur de nombreux aspects et l'existence d'un individu au sein de la société nord-coréenne, y compris l'accès à l'éducation, au logement, à l'emploi, au rationnement de la nourriture, à la possibilité de rejoindre le parti au pouvoir et même où une personne est autorisée à vivre un grand nombre de personnes appartenant à la classe dite hostile, comprenant les intellectuels, des propriétaires terrains et d'anciens partisans du gouvernement d'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, sont relogés donc de force dans les provinces pauvres et isolées du Nord, et lorsque la famine toucha le pays dans les années 1990, les personnes vivant dans les communautés marginalisées et isolées ont été les plus durement touchées. Ce système ne détermine pas le niveau de vie de chaque individu. Un commerçant prospère peut appartenir à la classe les plus basses, tandis qu'un paysan pauvre peut appartenir à la classe la plus haute. En revanche, les personnes identifiées comme hostiles ne pourront s'établir dans la capitale ou à proximité des frontières, par plus qu'elles ne pourront adhérer au parti du travail, indispensable pour accéder à des fonctions à responsabilité dans l'administration ou exercer dans l'enseignement ou la police. L'appartenance d'une personne à telle ou telle caste peut changer au cours de sa vie. Par exemple, une tentative de défection entraîne tout simplement une relégation, tout simplement, tandis que s'engager dans un service militaire long permet de monter dans ce système. Kim Il-sung punit toute opposition réelle ou supposée par des purges comprenant des exécutions publiques et des disparitions forcées. Donc voilà, les familles des dissidents s'exposent à un reclassement dans le système Songbun. Les camps connus sous le nom de Kwanliso font partie d'un vaste réseau dispositions pénales et des travaux forcés avec des colonies clôturées et fortement surveillées dans les régions montagneuses où les prisonniers sont forcés d'effectuer des travaux obligatoires tels que l'exploitation forestière, l'extraction minière et la récolte. Des centaines de ressortissants étrangers, surtout sud-coréens et japonais, ont été enlevés afin de s'intégrer à des missions de renseignement à l'étranger ou pour exploiter leurs compétences techniques pour entretenir les infrastructures économiques de l'État nord-coréen. Rapidement, il mena une politique anti-religieuse violente. La Constitution reconnaît la liberté religieuse à la condition de ne pas menacer l'état de l'ordre social, mais le clergé a été anéanti le lendemain de la guerre de Corée. Les chamans et les chrétiens adeptes à la religion des capitalistes occidentaux sont persécutés. Bref, donc c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas Jojo non plus. Et donc il prétendit que la religion était une sorte de superstition et qu'elle représente une vision du monde anti-révolutionnaire et non scientifique. Elle est comme l'opium. En 1955, toutes les organisations religieuses avaient disparu ou étaient passées dans la clandestinité. Elles avaient complètement disparu dans les années 1960. En 1958, une grande campagne anti-religieuse est lancée. Depuis lors, c'est 300 000 protestants et donc 35 000 bouddhistes et 30 000 plutôt catholiques. Et tout simplement 12 000 chondoïstes ont disparu selon le gouvernement sud-coréen. La Ligue bouddhiste nord-coréenne, fondée en décembre 1945, disparaît en 1965. La Fédération chrétienne nord-coréenne, fondée en novembre 1946, disparaît en 1960. En 1963, pour les catholiques, il ne restait que 20 prêtres et 59 religieuses.
L'Église catholique a dénoncé des persécutions à l'origine de l'ouverture d'un procès en béatification de 53 martyrs morts entre 1949 et 1952. La pratique du shintoïsme qui mêle confusionnisme et chamanisme et nationalisme s'est en revanche poursuivie. Elle est également représentée politiquement par le parti Chondo-gyo Chong-u qui participe au Front démocratique pour la réunification de la patrie. Le bouddhisme est également resté influent dans le pays et peut être enseigné dans les universités. Depuis 1902, des édifices religieux peuvent à nouveau être bâtis. Bref, on peut voir quand même que pas mal de religions, etc. ont clairement été tout simplement bannies, oubliées et donc clairement effacées de la culture nord-coréenne. Et clairement, il y a eu pas mal de génocides au niveau des gens qui pratiquaient la religion. La Corée du Nord a reconstruit rapidement son économie en s'industrialisant par le mouvement Shillima, le cheval allié des légendes coréennes qui parcourait 1000 li par jour. Cette reconstruction est facilitée par le fait que la très grande majorité des infrastructures industrielles de la péninsule coréenne laissées par les Japonais sont localisées dans le nord, mais ces infrastructures sont presque totalement anéanties durant la guerre de Corée. La Corée du Nord se développe néanmoins plus rapidement que le Sud dans les années 1960, qui est alors en proie à une certaine instabilité politique et à plusieurs crises économiques, alors que le BNP par habitant s'élevait en 1953 à 86 $ en Corée du Nord contre 117 pour la Corée du Sud. Il grimpe en 1960 à 329 $, tout simplement en or, alors que la misère persiste dans le Sud à 117 $. En 1970, le succès des plans quinquennaux permettent à la Corée du Nord de posséder les bases d'une économie avancée et industrialisée. Elle possède tout simplement alors une puissante industrie lourde et d'une bonne assise énergétique grâce à de puissants barrages. L'historien Bruce Comin note qu'un rapport interne de la CIA admettait tout simplement du bout des lèvres les différentes réalisations du régime, les soins apportés aux enfants et notamment aux orphelins, le changement radical du statut de la femme, le logement gratuit, les soins médicaux gratuits et la médecine préventive, des taux de mortalité infantile et une espérance de vie comparable aux pays les plus avancés. Kim Il-sung collectivise entièrement l'agriculture en 1953 et 1958. Le travail agricole est de type militaire. Les paysans travaillent 345 jours par an. Dans les années 1950, le pays devient à peu près autosuffisant. En 1973, avec 5 millions de tonnes de céréales produites par année, malgré le principe national de juge prenant un socialisme autosuffisant et une forme d'autarcie. La Corée du Nord reçoit une importante aide chinoise et soviétique après la guerre, ce qui lui permet de se moderniser et de s'industrialiser rapidement. Ce grand bond en avant, caractérisé par un fort taux de croissance économique estimé à plus de 10% par an dans les années 1960, se ralentit à partir des années 1970, puis devient négatif à la fin des années 1980 et au début des années 1990 sous l'effet de la disparition du bloc communiste qui prive la Corée du Nord de ses partenaires
traditionnelle, l'État est alors déclaré en cessation de paiement en 1987. En conséquence, Kim Il-sung autorise une très légère libération de l'économie en accordant aux paysans le droit de commercialiser sur les marchés leurs petits lopins de terre individuels, 100 mètres carrés par famille, et une trentaine d'années, tout simplement, la Corée du Nord a largement dépassé le Nord en matière de développement économique. Et donc, en 1976, le PNP par habitant est donc de 464 $ contre 765 au sud. Le voisin sudiste s'est stabilisé politiquement et est en train d'émerger comme une puissance économique et industrielle alimentée par les investissements japonais et américains, l'aide militaire et le développement économique interne. En 1991, la consommation d'énergie par habitant en Corée du Nord est inférieure à 10% et celle de la Corée du Sud, de la Corée du Sud. Kim Il-sung a défini la diplomatie nord-coréenne selon une politique d'équilibre et d'indépendance à l'égard de ses deux puissantes voisins communistes, la Chine et l'URSS, ce qui a longtemps contribué à lui donner une image meilleure que celle d'autres dirigeants socialistes auprès des chefs d'État et du gouvernement occidentaux. Conformément à cette volonté d'indépendance, les troupes soviétiques ont quitté la Corée du Nord dès la fin de l'année 1948 et la Corée du Nord n'a jamais adhéré à la CAEM. Alors, dès 1960, puis à nouveau en 1972, Kim Il-sung a effectué des propositions en vue d'une réunification pacifique de la Corée, finalisée dans le projet d'une république confédérale démocratique de Koryo, consistant à proposer selon une forme pouvant être comparée à celle d'aujourd'hui envisagée pour la Chine et Taïwan, un seul État pour deux systèmes. Lors de la dernière année de son règne, la Corée du Nord connaît le début d'une importante famine. Alors il faut savoir aussi que la Chine et Taïwan aujourd'hui ne sont pas du tout unis, et d'ailleurs une guerre tout doucement commence un peu à se préparer entre les deux. Donc voilà, et d'ailleurs l'Amérique a dit que si la Chine essayait de prendre Taïwan, ce serait une guerre. Bref, c'est pas joyeux. Kim Il-sung, il faut savoir qu'il meurt le 8 juillet 1994 au petit matin à Pyongyang, à l'âge de 82 ans, après avoir régné sans partage sur la Corée du Nord pendant 46 ans. Sa mort, survenue lors d'une attaque cérébrale, a donné lieu à d'immenses scènes de pleurs dans toute la Corée du Nord, souvent interprétées comme surréalistes en Occident. Des récits des réfugiés nord-coréens témoignent toutefois que l'affection sincère des Nord-Coréens envers leur président. Cependant, selon Wong Jong-hyop, les scènes d'émotion étaient causées par la combinaison de culte de la personnalité vouée à Kim Il-sung et de la peur des représailles. Ainsi, le parti menait des enquêtes sur l'intensité du chagrin de la population dont il déduisait la loyauté. Les patients qui ne sortaient pas des hôpitaux et ceux qui continuaient de boire ou de faire la fête, l'annonce de la mort était punis. Après sa mort, c'est son fils Kim Jong-il qui lui succède comme dirigeant suprême le 12 juin 1995. Kim Il-sung est inhumé dans le palais du soleil Kususan et où son corps est exposé depuis un grand sarcophage en verre. Le 5 septembre 1928, l'Assemblée populaire suprême le proclame président éternel de la République. Et d'ailleurs, son corps est totalement... on peut aller le visiter. Voilà, et d'ailleurs, si je me souviens bien, 2-3 vidéos tout simplement possibles. Donc, allez voir sur YouTube. Bref, il faut savoir donc que la vénération dont Kim Il-sung a été et est toujours l'objet en Corée du Nord s'inscrit dans une filiation confucienne qui a défié les empereurs de Corée du Nord et affirmé le principe du respect de l'autorité des pères et des maîtres. Ce respect, selon les termes utilisés par les Nord-Coréens, est aussi interprété par les Occidentaux comme un culte de la personnalité propre au stalinisme. Tous les Nord-Coréens portent le badge du grand leader. Son portrait orne l'ensemble des bâtiments officiels et est accroché dans tous les logements privés de Corée du Nord. Le grand dirigeant a reçu le titre posthume en 1998 de président éternel
le préambule de la constitution nord-coréenne annonce le président Kim Il-sung, grand leader et le soleil de la nation et le symbole de la réunification du pays. République populaire démocratique de Corée et le peuple coréen, sous la direction du Parti du travail de coréen, honore et bien tout simplement éternellement tout simplement le camarade Kim Il-sung, grand leader comme président de la République, défendront et développeront ses idées et ses hauts faits pour mener jusqu'à son achèvement l'œuvre révolutionnaire Juche. Il est le père de Kim Jong-il, le cher dirigeant. La Corée du Nord constitue ainsi le premier cas d'une succession dynastique dans un État se réclamant du socialisme et plus précisément des idées de Juche définies par le président Kim Il-sung, étant l'ascension du pouvoir de Kim Jong-un après la mort de Kim Il-sung en 2011. Bref donc, le corps de Kim Il-sung repose désormais dans le palais du soleil, Kokosan encore une fois comme j'en ai déjà parlé, ancien palais présidentiel de Pyongyang, transformé en occasion tout simplement au mausolée. De nombreux Nord-Coréens, notamment les habitants de Pyongyang, vont à l'occasion de la date de l'anniversaire du calendrier révolutionnaire se recueillir devant la dépouille du président éternel. Ce rassemblement donnant lieu à de longues files d'attente, se poursuivant loin jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Ce type de scène rappelle également l'époque de l'URSS, les longues processions devant le mausolée de Lénine. Kim Il-sung est l'un des 4 derniers chefs d'État de l'ancien bloc de l'Est, avec Lénine, Mao Zedong et Ho Chi-minh, à être embaumé et non enterré. Il est possible pour de rares touristes voyageant en République du Nord d'aller visiter le site à condition d'en obtenir l'accord préalable des autorités de Pyongyang et d'être vêtu pour l'occasion de manière très formelle. Kim Il-sung restant encore à ce jour la plus haute personnalité du régime en tant que président éternel. L'ère officielle pour la datation des actes en Corée du Nord débute à la naissance de Kim Il-sung en tant qu'année d'origine de l'ère Juche, fixée au 1er janvier et non au 15 avril, date qui est l'une des fêtes nationales de la Corée du Nord. Kim Il-sung, tout comme Kim Jong-il, fait l'objet de chansons patriotiques d'histoire apprises par cœur dès le plus jeune âge, à l'école, ainsi que de chants et de quasi-prières sur les lieux de travail. De nombreuses réalisations monumentales à sa gloire, inscriptions laudatives sur des montagnes, musées sont également l'objet de pèlerinages réguliers, montrés de façon régulière à la télévision, sur la seule chaîne de télévision nationale. Les images du grand leader ainsi que son fils sont montrées un peu partout en Corée du Nord, notamment dans la rue, dans les écoles ou dans les rames de métro. Une orchidée a été baptisée Kim Il-sung par référence au président Kim Il-sung. Bref, c'est la fin de son histoire. L'histoire tout simplement de Kim Il-sung, le premier président ou le premier dictateur ou tout simplement président éternel de la République de Corée du Nord. Alors, on ne sait pas comment, moi personnellement je ne sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, alors j'ai déjà fait l'histoire encore une fois de son papa, voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder donc la vidéo précédente si vous en avez envie, bien sûr. Donc voilà, elle est disponible donc sur la playlist, encore une fois comme j'ai dit un peu récemment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Donc voilà, et on va bien sûr continuer très prochainement aussi tout simplement l'histoire de cette dynastie, la fameuse dynastie Kim. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Au revoir.